Hello tout le monde et bienvenue dans le 5e épisode du podcast Sœurs de Sciences. Moi c'est Chloé. Et moi c'est Flavie. Ici on parle sororité, parcours de femmes et ingénierie. Et aujourd'hui on parle plus spécifiquement de travaux, de ferroviaire et de confiance en soi. Mais avant ça, un petit point sur l'actualité des assos. Ce mois-ci, on a Pégase qui a organisé sa collecte de fonds pour l'association AIDA qui accompagne les jeunes atteints de cancer pendant et après le traitement. On a aussi Guided Ways qui a réalisé ses premiers essais de la locomotive pour leur participation au Railway Challenge. Et enfin, Estaquette qui annonce sa 2e édition du cocktail des assos où vous pourrez retrouver toute l'équipe Réa. Aujourd'hui, on reçoit Alexandra Carré. Enchantée, bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Du coup, moi, je suis Alexandra. Je suis diplômée de l'ESTACA de 2023. Ça fait affaire dans un mois, 3 ans que je travaille. Et du coup, j'exerce le métier d'ingénieur travaux. Voilà, un métier que j'adore et qui est super. Très bien. Et du coup, tu étais à l'Estaca, tu étais engagée dans des assos de l'école ? Oui, alors, un peu beaucoup même. Du coup, moi, je suis arrivée... c'est important de le dire parce que le Covid, ça a un peu fait un basculement dans le supérieur et à l'Estaca aussi. Enfin, la vie à soi, elle a été différente après. Moi, je suis arrivée en 2018 à l'Estaca. Première année, j'ai listé BDE. Voilà, c'était super. On a gagné. Et du coup, j'étais responsable... Enfin, pas responsable. J'étais dans le pôle événementiel. C'était super. On a beaucoup rigolé. On a fait la fête. Et à côté de ça, je suis rentrée chez Estaquette. En 3e année, je suis devenue présidente de l'Estaquette. Donc, du coup, j'ai géré tout ce qu'il y avait à gérer sur l'année. J'ai organisé le voyage de fin d'année au Maroc. Et en même temps, j'ai relisté pour une autre liste, Nights. On a malheureusement perdu. C'est encore très vif dans la tête de tout le monde. Parce que c'est... Alors, je vous le dis, on a fait égalité avec les autres. Et du coup, après, on a perdu, quoi. Et du coup, c'était très compliqué à gérer émotionnellement. Parce qu'on était en mode, non, mais c'est fini. Non, mais en fait, il faut y retourner, il faut qu'on continue et tout. Et après, une fois qu'on a perdu, j'ai arrêté les assos. Parce qu'en plus, je suis partie faire mon double diplôme au Pont et à l'université Gustave Eiffel. Donc, du coup, je suis partie de l'Estaca en 5A. Et je suis allée, du coup, à Champs-sur-Marne. Et du coup, j'ai complètement arrêté parce que je me suis focus complètement sur le diplôme. Vu que j'avais un peu la pression de si tu rates ton double diplôme au Pont, tu rates l'Estaca aussi. Donc voilà. Et du coup, j'ai fait le master transport, mobilité, réseau. Et du coup, c'était super, quoi. Voilà. Ok. Parfait. Et est-ce qu'après ton diplôme, tu as poursuivi ton engagement dans des associations ? Non, malheureusement, j'ai arrêté parce que manque de temps. Enfin, quand on veut, on peut, mais en vrai, le taf me prend beaucoup de temps et l'à côté aussi. Et malheureusement, non, j'ai arrêté. Mais c'est quelque chose qui est incroyable que je conseille à tout le monde parce que on apprend beaucoup de choses. Et puis c'est, mine de rien, d'avoir fait ça dans mon cursus, ça m'a aidé pour mon taf de maintenant. Parce que c'était plutôt... quand j'ai listé, pour le coup, la dernière fois, j'étais trésorière. Et c'est un truc qui est un peu important pour mon travail maintenant. Du coup, tu te retrouves à des postes où t'es étudiant, mais tu dois manager une équipe, manager un budget, manager les humeurs et les états d'âme de tous. Donc, c'est important de savoir le faire, quoi. On le sait parce que Chloé, toi, t'es présidente. Ouais. Moi, je suis trésorière aussi d'une asso. Et c'est vrai que c'est pas du tout le travail qu'on fait à l'école. On nous l'apprend pas. Non. Et je trouve que c'est hyper important. Exactement. Et il y a qu'en faisant des assos qu'on peut un peu le toucher, quoi. Et après, moi, j'avoue que moi, j'ai jamais fait d'assaut technique parce que j'estimais qu'on en faisait assez en cours. Et parce que je vais un peu trop faire la fête. Voilà. Pas de jugement. Compréhensible. Franchement, c'est important. Voilà. Oui. Après, quand on aime faire la fête, on la fait encore, même quand on est sorti de l'école. Donc, voilà. Et c'est OK. Ouais, et c'est OK. Mais du coup, pourquoi tu as choisi le ferroviaire ? Alors, moi, le ferroviaire, ça m'a un peu tombé dessus. Parce que moi, je suis rentrée à l'Estaca. Déjà, je suis rentrée à l'Estaca, j'avais 18 ans, je voulais faire de l'aéronautique.
Ok. J'ai passé 1 an à l'ESTACA, je me suis dit non, moi je veux faire de l'auto, parce qu'en plus je viens d'une famille où on adore l'automobile. Depuis toute petite, je baigne dedans, mon grand-père il était mécanicien, enfin voilà. Ça donne un contexte. Et en plus, franchement, la mécanique automobile, c'est hyper intéressant. Franchement, ça m'intéressait. Donc, je suis partie faire ma filière automobile. Et moi, j'avais toujours eu à cœur d'avoir un métier qui avait du sens au point de vue humain. Enfin, tous les métiers ont du sens, mais particulièrement avec l'humain. Et je n'avais pas choisi de faire l'automobile comme on l'entend, c'est-à-dire, je sais pas, chez les constructeurs, en F1, etc. Ouais. Moi, je suis allée faire de l'automobile, mais pour les personnes en situation de handicap. Et c'était absolument super. Parce qu'en plus, le handicap, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et du coup, je suis allée faire une étude dans une entreprise à Bordeaux qui aménage des véhicules pour les personnes en situation de handicap. Là, c'était particulièrement... Donc, il modifie pour toutes les personnes, c'est-à-dire même du tétraplégique au problème de bras. Enfin, ça va de tout, de lourd à moins lourd. Et ils n'arrivaient pas à démontrer au ministère, aux instances publiques, que c'était mieux pour les personnes en fauteuil roulant de se positionner à l'avant du véhicule. Voilà. Et du coup, ils m'ont demandé, donc ça, j'avais 20 ans quand même, ils m'ont dit, faut que tu démontres, faut que tu fasses un dossier pour le ministère des Transports. Tu leur démontres que c'est mieux, etc. Et du coup, j'ai été en charge de faire plein de tests. Grandeur nature, ils m'ont donné un budget illimité. Enfin, franchement... Stage Ouais, en stage. Non, franchement, c'était vraiment une dinguerie. C'était trop bien. Et donc, du coup, en fait, c'était hyper intéressant parce que je faisais les tests techniques. Vraiment dans le véhicule, avec des positionnements, des chocs, etc. Et après, il y avait tout l'aspect social aussi, parce que, en fait, au-delà même de les personnes, elles sont devant, c'est bien pour leur morphologie, etc. En fait, d'un point de vue social, c'est hyper important aussi pour eux de ne pas être à l'arrière du véhicule, chargé dans le coffre. C'est hyper réducteur ce que je dis, mais c'est un peu ce qui se passe. Et vu que ça ne touche pas une grande population en France, en fait, il n'y a pas de moyens qui sont mis là-dedans. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et c'était hyper cool. J'ai rédigé un document. Et après, je suis allée le présenter au chargé ministériel à Paris. Et au salon du handicap, etc. Et ça, c'était incroyable. T'étais en quelle année à ce moment-là? Et là, moi, j'étais en 2A. Hein. C'était ton stage ouvrier. Non, mon stage ouvrier, je l'ai fait chez PSA. Franchement, ça t'a fait plusieurs stages en 2A? Comment? T'as fait plusieurs stages en 2A? j'ai fait en 1A, j'ai fait mon stage ouvrier. Ah, et en 2A, Et en 2A, j'ai fait ça. 2A ou 3A? Oh, vous me mettez le doute, là. C'était en 3A, parce que 2A, c'était le Covid. Ah oui. Voilà, je me rappelle, c'est bon. Donc non, c'était en 3A, et je me rappelle parce qu'après, je suis partie au Maroc. Donc, voilà. Et du coup... le stage de rêve. Non, mais c'était incroyable. Et en fait, je me suis dit, je veux que mon métier ait du sens comme ça. C'est trop important. Et tu te rends compte, t'as des gens qui arrivent, mais vraiment, ils savent juste faire ça. Et avec la technologie, on arrive à les faire conduire. C'est incroyable. T'apportes de l'autonomie à ces gens-là, c'est exceptionnel. Genre, moi, j'ai trouvé ça incroyable. T'écoutes tout le monde et c'est trop bien. Donc là, du coup, j'ai fait ça. Voilà, c'était mon premier point. Et t'as eu gain de cause auprès du... ouais, ça aide. Après, c'est très long. Et c'est très compliqué. Mais en fait, ça leur a démontré scientifiquement que en fait ça avait une utilité et que en fait fallait laisser plus de moyens aux entreprises parce que pour aménager des véhicules comme ça, ils pètent toute la carrosserie, c'est des dérogations énormes et tout, c'est hyper compliqué. Et du coup, ils ont pu... en tout cas, ils avaient le document qui attestait et ça les a aidés par la suite. Donc ça, c'était l'automobile. Et une fois que je suis rentrée là-dedans, je me suis dit, c'est super. Donc du coup, je me vois pas aller chez des constructeurs, etc., faire ça. Et après, je me suis dit, c'est cool, mais j'ai envie de voir autre chose. Genre, l'automobile, c'est bien. Et je suis allée faire des petits cours de ferro. Et parce qu'en plus, je me sentais pas très épanouie dans les cours auto à l'ESTACA, qui était très porté code, etc. C'est pas du tout une critique, c'est juste, c'est comme ça, c'est un fait, quoi. Et je suis allée faire du transport par câble, les cours de transport par câble. Et là, je me suis dit,
c'est génial. C'est à la L'étincelle. montagne, on fait du transport, c'est trop bien. Et donc, du coup, je suis allée faire 6 mois à Chamonix Mhm. en maîtrise d'œuvre et j'étais contrôleuse de chantier. Donc, je ne connaissais ni le béton, ni le ferraillage. J'ai tout appris. Et du coup, je devais contrôler des mecs, ça faisait 30 ans de métier qui faisaient leur taf, quoi. Mais c'était super, j'ai été super bien encadrée dans mon équipe. J'étais avec une ingénieure d'affaires qui était exceptionnelle. J'ai été avec eux, enfin, ils m'ont vraiment coucouné, quoi. Mhm. Et c'était super. Et à la suite de ça, je me suis dit, bon, je veux faire des travaux. Mais je veux pas déménager à la montagne encore, pas pour l'instant. Oui. Transport par cap, c'est bien. On va faire du ferroviaire. Et j'ai candidaté pour faire du ferroviaire. Et là, je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Non. Et voilà. Et après, j'ai suivi quelques petites brides de cours cours ferroviaire, par-ci, ouais. par-là. Et c'est vrai que du coup, avec l'enseignement de l'ESTACA qui est très mécanique, matériel roulant, etc., j'avais fait du coup au pont plutôt la facette construction de projet Ouais. transport, ce qui me plaisait et j'avais envie. Là, je me suis dit, on a un peu tout fait, maintenant on fait les travaux. Et voilà, du coup, on est arrivé là, quoi. Ok. Donc, Ouais. quoi, t'as fait aéro, auto, Auto et et ferro. Ouais, et j'ai pas fait le Il spatial. manque le Ah oui. spatial. Ouais, mais non, moi j'aime bien être au sol, les airs, tout ça. Voilà. Ok, je comprends. En plus, maintenant, il y a la filière travaux. Exactement. Oui, oui. Bah, c'est ce dont on parlait Ouais. Ouais, et juste avant. et je pense que ça va permettre à des gens de l'ESTACA découvrir les travaux, ouais. de découvrir un peu plus ce métier qui est hyper niche en vrai. Mm. Enfin, Oui, oui. Ouais, totalement. Enfin, si tu connais pas quelqu'un là-dedans, Ouais. en vrai, t'y vas pas, quoi. Mais oui, surtout, Donc, ouais. Donc aujourd'hui, tu es dans le ferroviaire, dans les travaux. Et Exact. en quoi consiste ton métier rapidement en quelques mots En quelques Si tu arrives à le mots. décrire en quelques mots. Quelques mots. En gros, donc, le métier d'ingénieur travaux, c'est d'organiser et de réaliser les travaux. Alors, moi, je parle pour moi, parce que des ingénieurs travaux dans le ferroviaire, ça dépend de ton chantier et ça dépend des projets sur lesquels tu es. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est pas forcément ce que quelqu'un d'autre fait à même titre de poste. Je fais des chantiers donc en région parisienne, principalement, avec des opérations coup de poing. C'est soit des chantiers de maintenance, soit du neuf. Et globalement, j'organise, je réalise les travaux. Et pour l'image, l'ingénieur travaux, c'est un peu la tour de contrôle du chantier. On gère contractuellement le chantier. Financièrement, on est les garants financiers du chantier. Et puis un peu technique, alors même si on n'est pas les référents techniques du chantier, c'est les chefs de chantier, mais il faut quand même avoir un peu de technique pour savoir de quoi on parle. Et puis on est en interaction tout le temps avec le client. Donc en fait, il faut qu'on sache résoudre les problèmes. Voilà. Ou au moins comprendre le problème pour mettre le bon interlocuteur au bon moment sur la problématique, quoi. Ok. Et comment tu fais face aux aléas sur le chantier ? En fait, ça dépend, j'ai envie de dire. Ça dépend quel aléa. Mais on va dire que les aléas techniques, nous, notre job, c'est de comprendre. Si tu sais le résoudre, tu résous le problème. C'est-à-dire, je sais pas, il y a un problème d'études, tu le résous toi-même. Ou alors, si tu sais pas, faire appel à la bonne personne pour le résoudre, quoi. Ok. Voilà. Ok. C'est vraiment... Franchement, ça dépend du problème, mais... Le résumé, ça serait mettre la bonne personne au bon endroit, au bon moment, quoi. Voilà. C'est quoi une journée type pour toi ? Il y en a pas. Il y en a pas parce que, comme je disais, nous, on fait moi, je fais des chantiers avec donc des opérations coup de poing. Je suis amenée à travailler le jour, la nuit, les week-ends. C'est jamais régulier. Donc, c'est hyper chouette. Mais d'un autre côté, du coup, c'est jamais la même chose. Mais ce que je dirais, c'est que suivre le chantier, faire des mises à jour financières, préparer ce qu'il y a à préparer sur tous les points. Et puis, anticiper au maximum les choses. Voilà. Mais en fait, ça dépend parce que autant je peux être sur une phase où je prépare un chantier, donc là je fais que de la prépa et je vais pas sur le terrain. Autant il y a des phases où on est en pleine prod et du coup je passe presque 8 heures par jour sur le terrain et pas forcément au bureau. Et il y a des phases de après-travaux où tu fais tous les dossiers de réclamation, tu vas chercher les petits sous, quoi.
Et là, du coup, t'es que au bureau. Après, il y a d'autres phases où tu réponds aux appels d'offres. Et du coup, bah voilà. En fait, il n'y a pas vraiment de journée type. Et c'est ça qui est bien dans notre métier. C'est que chaque jour est différent. Alors, ça peut pas convenir à certains parce que du coup, il n'y a pas de routine ou quoi. Mais tous les jours, il y a un nouveau truc. Tous les jours, tu apprends un truc. Parce que tu vois plein de choses différentes, quoi. Donc, voilà. Ça a été quoi pour toi le plus gros défi technique auquel tu as dû faire face? Je vais vous parler du Charles de Gaulle Express. Charles de Gaulle Express, j'avais 6 mois d'entreprise. Et je me retrouve du coup ingé travaux sur ce chantier-là. Chantier qui est découpé en plusieurs tronçons. Et nous, TSO, on est mandataire d'une partie du virage à Mitry-Mory. Voilà. Et il s'avère que c'est pas de la voie ballast, c'est de la voie béton. Voie béton, c'est beaucoup plus niche que la voie ballast. On fait beaucoup plus de la voie ballast parce que moi, j'ai commencé là-dedans. C'est vrai que quand on pense ferroviaire, on pense plutôt à ça, alors que maintenant, c'est en train de vraiment de se développer, la voie béton. Et la SNCF, du coup, développe... sur son tronçon-là, c'est un nouvel type de pause, nouvel type de méthodo, etc. Et il se trouve que quand on fait de la voie béton, on peut poser avec des traverses, on peut poser avec des selles. Et il se trouve que les selles, c'était des nouvelles selles qui étaient coulées dans le béton. Et il y avait des bulles dessous et on n'arrivait pas à résoudre le problème. Bon, à la fin, on a trouvé le problème, mais ça, c'est le plus grand truc technique parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, là, tu sais pas, tu pars de zéro. Enfin, tu pars pas de zéro parce que dans les remontées mécaniques, j'ai fait beaucoup de béton. Donc, en vrai, je savais de quoi on parlait, etc. Mais nous, entreprise, on n'avait pas forcément le savoir. La SNCF n'avait pas forcément le savoir non plus. Et tout le monde était dans la découverte et c'était hyper cool, quoi. De vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de tout le monde. Du coup, j'ai un peu plus renforcé mes compétences dans le béton parce que du coup, il fallait changer des choses, etc. Et après, dans le ballast, plus grand truc technique, je dirais pas qu'il y a un truc qui m'a marqué, mais je dirais qu'en général, dans le ballast, ce qui est le plus compliqué, c'est le bourrage. Du coup, nous, on sait parce qu'on est ferrant. Faut expliquer peut-être. Mais le bourrage, en gros, faut se dire que la voie, elle traverse le rail, est mis sur du caillou. Et le bourrage, c'est l'idée de bouger le caillou pour le mettre en dessous des traverses et relever la voie et la mettre comme il faut. Et c'est vrai que c'est des machines de dizaines de milliers de tonnes qui mettent une voie au millimètre, parce que dans le ferroviaire, on travaille au millimètre. Et c'est très complexe. Et c'est ça le plus grand défi technique, parce que nous, en tant qu'ingé travaux, du coup, vu qu'on est là pour les travaux, en fait, on doit exactement comprendre ce qui se passe, interagir avec le chef de machine et capter ce que le monsieur nous dit. Parce que le monsieur, si tu comprends pas, en fait, si tu as un problème, si tu comprends pas le problème, si tu comprends pas ce qu'il est en train de te dire, tu vas pas pouvoir essayer de te justifier avec ton client. Donc en fait, il faut techniquement, il faut quand même être bon et savoir de quoi on parle, parce que autant va y avoir un problème, tu vas pas savoir le résoudre. Tu vas savoir en parler avec ton chef de machine, en parler avec le mec de la SNCF, mais en fait, il faut faire le lien entre tout le monde. Donc c'est pour ça, on n'est pas les référents techniques, mais c'est quand même important de savoir de quoi on parle, quoi. Et puis après, ça vient avec le temps, quoi. En fait, tous les jours, il y a un nouveau défi technique. Autant des fois, parce que nous, on reçoit des projets de la part de la SNCF, projets topographiques, etc. C'est pareil. S'il y a des problèmes, etc., nous, c'est chez TSO, on a une entité qui gère tout ça. Mais en fait, si tu comprends pas le souci, que tu sais pas l'expliquer, en fait, faut savoir de quoi tu parles. Du coup, constamment, faut apprendre, faut rechercher, pareil, le rail, c'est hyper complexe. On dirait pas, on se dit, c'est juste un rail, mais non, c'est la température, machin. Voilà. Bon, je vais peut-être pas rentrer dans les termes techniques parce qu'on va perdre la moitié, mais non, ouais. D'accord. T'as l'air de kiffer en tout cas. Mais est-ce que tu comptes continuer longtemps dans cette voie ou Alors, dans le ferroviaire, oui. C'est bon, là, j'ai trouvé un truc. Parce que, comme je vous disais avant, moi, j'ai à cœur de faire un métier qui est utile et qui a du sens. Et pour moi, avec la transition écologique, etc., le ferroviaire, ça a mis à 1000% sa place actuellement. Bien que c'est important de dire que quand on fait des travaux ferroviaires,
on n'est pas les plus neutres quand même. Mm. Mais en fait, quand tu regardes l'analyse cycle de vie du ferroviaire, c'est largement OK. Mais rester ingénieur travaux et faire des travaux toute ma vie, peut-être pas parce que c'est un rythme qui est très compliqué. Ouais. Moi, j'ai à cœur d'évoluer au sein de l'entreprise et dans les fonctions de travaux. Mais après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la conception de projets. Du coup, je suis allée faire une formation pour ça, quoi. Parce que je trouve ça intéressant de voir les projets d'un point de vue global et voir même avec les urbanistes, etc. C'est hyper intéressant. Donc voilà, le ferroviaire, oui. Les travaux, je pense pas. Et encore, on ne sait pas. On sait pas. En vrai, si j'évolue dans des postes de travaux, why not? C'est juste qu'il faut concilier ça après avec une vie de famille. Et c'est chaud. C'est chaud, ouais. Et c'est trop bien. Donc là, on part plus... donc tu viens tout juste d'être diplômée. Ouais. Comment as-tu trouvé ta place et comment tu as établi du coup ta légitimité? Parce qu'on en parlait, tu arrives avec des personnes où ça fait 30 ans, ils sont dans les travaux. Et comment tu t'es sentie, surtout que c'est souvent des équipes masculines aussi? C'était pas facile. Après, moi, j'avais une très bonne expérience dans les remontées mécaniques. Ça s'est très bien passé. Des gens qui, du coup, veulent transmettre. Si tu arrives avec une envie d'apprendre, les gens te transmettent. Après, c'est compliqué quand t'es jeune, t'es ingénieur. Enfin, faut pas croire, hein, mais le mot ingénieur, il donne tout de suite une posture qui, pour certains, peuvent être mal vue. C'est pas... Voilà. Donc, t'es jeune, t'es ingénieur, t'as des postes de chef, de manager, et puis, t'es une femme, quoi. Ouais. Ça fait 4 choses où... c'est tout aussi compliqué pour un homme de rentrer avec jeune ingénieur chef. Ça, c'est hyper dur. Quand t'es une femme, c'est encore pire parce que du coup, t'es face à des gens qui ont des forts caractères, qui sont montés au poste où ils sont avec des années. Et toi, t'arrives, t'as 23 ans, t'es leur chef. Enfin, c'est hyper compliqué pour eux, des fois, d'accepter. Mais ça, j'ai envie de dire, homme ou femme, ça change rien. Mais je dirais plus que en fait, faut être patient, écouter ce qu'on a à dire. Faut pas penser que parce qu'on est jeune, on n'a pas de bonnes idées et que c'est pas parce que c'est fait depuis 20 ans que c'est forcément une bonne idée. Ça, faut aussi se l'enlever de la tête parce que des fois, quand t'es jeune, t'arrives avec un regard nouveau, tu vois les choses et tu fais c'est pas ouf ce qu'on est en train de faire en fait. Mais par contre, il faut quand même écouter et comprendre que on est un travail d'équipe et que on peut pas tout faire unilatéralement. Enfin voilà. Et on a à apprendre de tout le monde, d'absolument tout le monde. Donc la légitimité, elle vient avec le temps en vrai, et la patience et savoir écouter et des fois savoir serrer les dents, mais ça homme comme femme. Mais après on peut être confronté à des choses un peu plus borderline en étant une femme, mais les mecs aussi c'est dur pour eux, hein. Franchement, moi je le vois, des fois les mecs sont plus doux avec une ingénieure femme qu'avec un ingénieur, parce que des fois ils se rentrent dedans, c'est chaud quoi. Mais bon, c'est quand même pas facile parce que même le fait d'être la seule, moi c'est très courant d'être la seule et du coup de pas avoir de représentation autour de soi, c'est ça aussi en fait. Même si les gens te font pas sentir que t'es toute seule, tu le sens de toi-même. Le nombre de fois où je me suis retrouvée, je suis la seule, je suis la plus jeune autour de la table, il y a 15-20 personnes. T'es là en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Genre, on est en train de parler de trucs. Déjà, de un, ça me dépasse. Et en plus, alors, autant là, je suis à l'aise, donc je vous parle, et voilà. Autant, des fois, je peux être hyper timide et pas parler. Et du coup, en fait, tu as peur de dire des conneries ou des trucs. Alors que, pas forcément, mais c'est juste, des fois, tu t'oses pas parler parce que t'es en mode, je suis en infériorité numérique, déjà de 1, en fait. Et bien que... moi, je remercie de ouf mes managers parce que ils me font avoir des opportunités qui sont dingues.
ils ont toujours cru en moi, et dès mon stage, en fait. Et ça continue, donc la légitimité, elle vient avec le temps et avec le travail, en fait. Et tu trouves que le regard dans les travaux ferroviaires vis-à-vis des femmes, il évolue avec le temps ou bien c'est la même chose tout le temps? Alors, moi, je connais pas l'époque d'avant. Oui. Donc, mais je sais que c'était très compliqué. Le regard, il change, mais pas assez vite. Parce que, alors, autant il y en a, en fait, ils sont papas, ils ont des filles, donc ils sont en mode, let's go, on y va. Autant il y en a, ils ont, comme je vous disais, ils ont du mal à accepter, parce qu'ils ont mis 15-20 ans à arriver à la position où ils sont, et voilà. Je pense que le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de représentation. Nous, en tant que femmes, dans ce métier-là, ça arrive, mais on n'en a pas. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il faut regarder les postes de direction, les comités de direction des entreprises du BTP. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Ou alors, elles font quoi, les femmes? Elles font des RH. Je minimise pas du tout ce métier-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'à des postes techniques, financiers, etc., on n'a pas de représentation de femmes. Genre, moi, je le vois même au sein de mon entreprise, même au point de vue régional. Il y a une table de mecs, ils ont entre 30 et 50 ans. Il n'y a que des mecs. Il n'y a pas une femme, en fait. Et du coup, c'est hyper compliqué, même pour nous, de se dire, on a notre place. Parce que en fait, tu peux même pas t'imaginer que tu peux y arriver parce que t'as pas de représentation. Il n'y a pas eu d'exemple avant. C'est ça, c'est hyper compliqué. Donc du coup, j'ai l'impression que la génération qui a entre 25 et 35 ans là actuellement, du coup, on va être la première génération à monter, quoi, à arriver là. C'est pas grave, on sera les exemples, hein, c'est pas grave. Et, mais du coup, ça aide pas. En fait, ça change, mais du coup, ça aide. C'est lent, en fait. C'est hyper lent et c'est frustrant. Et puis, du coup, des fois, on te le rappelle en te disant, de toute façon, t'es une femme, t'iras pas haut. Si, mon grand, j'irai haut. Je suis là et puis j'adore ce que je fais. Et j'ai envie d'y aller et j'irai. Mais ils font ce qu'ils peuvent, les entreprises, pour casser tout le schéma. C'est vrai qu'on essaye d'exploser le plafond de verre, mais c'est lent. Après, la question, c'est d'avoir les mêmes opportunités que les hommes. Est-ce qu'on a les mêmes opportunités? À mon sens, oui. Je pense que maintenant, on se pose plus trop la question. Maintenant, il faut monter, quoi. Il faut accéder à ces postes-là et faire la représentation de toute une future génération, quoi. Mais encore plus, j'ai envie de dire, donc le BTP, ça va plus vite. Le ferroviaire, c'est beaucoup plus lent parce que déjà, c'est hyper niche. Les travaux ferroviaires, si tu viens pas de ce milieu-là ou si t'as pas quelqu'un qui fait ça, déjà, tu connais même pas ce métier-là. Donc, avoir de la représentation là-dessus, c'est hyper compliqué. Et en plus, il y a un facteur aussi pour nous, les femmes, c'est que c'est des métiers qui sont tellement durs. Parce que faire les nuits, les week-ends, manager des hommes, manager des gens en général, gérer des prestataires, des sous-traitants, gérer un client qui est compliqué. Il y a un moment, tu fais ça à 5, 7, 8 ans, t'arrêtes en fait. T'en as marre parce que c'est très compliqué avec une vie de famille ou même t'es fatigué. Et du coup, là où des hommes peuvent persévérer et en plus, ça va peut-être être compliqué ce que je vais dire, mais s'ils veulent des enfants, pour les hommes, ça change pas grand-chose à leur vie, en fait. Alors que les femmes, quand elles veulent un enfant, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, à ce moment-là, elles se retirent, ce qui fait que les hommes aussi restent parce qu'il y en a plus qui veulent faire ça. Et nous, j'ai l'impression qu'on s'arrête dans ces milieux-là parce que c'est pas compatible avec une vie de famille, quoi. Et même le regard des autres. Elle est enceinte, qui va s'occuper du chantier derrière? C'est compliqué dans le ferroviaire. C'est parce que c'est hyper dur comme rythme. Donc mais on y arrivera.
Oui. Dans quelques années, je vous dirai comment on fait pour être directrice travaux chez TSO. Avec plaisir. Hâte de tourner cet épisode. Ouais. Puis je reviendrai quand je serai directrice de TSO carrément. Comme ça, avec plaisir. Non, mais c'est vrai que c'est important. En fait, quand tu regardes même à la tête des entreprises de BTP, c'est des hommes globalement, ou alors j'en connais pas de femmes, alors que tu as des groupes, je crois que c'est Auchan ou un truc comme ça, ou des gros groupes français où il commence à avoir des femmes, et rien que d'avoir la représentation de... En fait, c'est possible. Bah, c'est important. C'est important, mais en fait, moi, ce qui me chagrine, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de filles qui veulent faire des maths et des sciences, et puis la réforme du lycée, ça aide pas du tout. En fait, on est toutes capables. Enfin, faut s'enlever l'idée que les hommes sont nés avec le savoir. Hein. C'est vrai. Hein. Non, mais je suis complètement d'accord. C'est pas parce qu'ils sont hommes qu'ils savent plus. Enfin, on est avec le même cerveau. Hein. Tu pars de zéro comme nous, quoi. Donc, voilà. C'est par contre le travail. Ça, faut travailler. Et je pense que je dirais pas qu'il faut faire plus. Moi, en tout cas, j'ai vraiment l'impression de faire plus parce que je veux vraiment... je veux savoir de quoi je parle, je veux savoir ce que je fais, je veux approfondir le truc, mais un mec pourrait faire la même chose. Après, comme partout, t'as des gens qui sont pas hyper intelligents et pas hyper réfléchis. Moi, je sais que j'ai à cœur que ça se passe bien, donc quand j'y vais à 2000%. Donc oui, je pourrais travailler plus qu'un homme. Après, un homme peut faire autant. Donc bon, voilà. Le regard change. Mais en fait, il faut surtout que les mecs comprennent qu'on veut juste les mêmes opportunités. On veut pas savoir qui porte le plus lourd, en fait. On a compris, les gars. On le sait. Et on se battra pas là-dessus. Par contre, pour les finances ou le contrat, on a autant les mêmes capacités que vous, en fait. Donc voilà, faut juste leur faire rentrer dans le cerveau, quoi. Vraiment. Voilà. Mais en fait, ce qui est important aussi, et on n'en parle pas assez, mais les managers. C'est les managers, en fait, qui font que... déjà, qui te valorisent, qui te font sentir que tu peux y arriver, et qui te permettent de monter. Donc, en vrai, c'est un rôle des entreprises, voilà, mais aussi les managers. Genre, c'est à eux de... de toute façon, c'est des mecs, hein, globalement, on va pas se mentir. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à la toi, plus jeune ? Ou à une plus jeune, si t'arrives pas à t'imaginer. Ok, alors, je dirais trust the process. Parce que tout, avec le travail, avec la passion, la détermination, tu vas y arriver, meuf. Tu vas y arriver. Genre, n'abandonne pas. T'auras des bâtons dans les roues. Mais en fait, faut pas s'arrêter au fait qu'on est des femmes. Oui, ok, t'es une femme, très bien. Next, tu vois. J'ai autant la capacité de travailler qu'un mec. J'ai la passion autant qu'un mec. J'ai l'envie d'y arriver autant qu'un mec. Let's go, en fait. Tu crois en toi, tu vas y arriver. Genre, vraiment, crois en toi. Et puis, tu les feras taire, ces connards. Let's go. Mais c'est vrai. Genre, t'es là, t'aimes ce que tu fais. En fait, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je suis là, en fait. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment si t'arrives à ce niveau-là, genre, c'est que... je fais un taf que j'aime. Enfin, je veux dire, moi, tous les matins, je me dis, bon, des fois, j'avoue. là, c'est chiant, j'ai pas envie de me lever, machin. Mais tous les jours, je vois des engins ferro. Et là, du coup, je reviens sur la mécanique automobile parce que les locomotives, c'est des moteurs thermiques. Tu vois des engins, c'est passionnant. En fait, voilà. Il faut juste y croire. Et faut pas avoir peur de faire autre chose. Faut pas avoir peur d'essayer autre chose, de tenter autre chose. Faut se faire confiance quand t'as envie de faire un truc. Let's go. Et en fait, ça t'empêche pas de revenir après. Enfin, c'est qu'une expérience parmi tant d'autres. Donc voilà, faut faire confiance à son chemin et ça va le faire. Okay. Mais du coup, là, je pense qu'on va aller sur des sujets un peu plus tranquilles. Light. Une journée off pour toi, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des journées off déjà ? Alors oui. Peu.
mais du coup, tu les savoures bien. Non, en vrai, il y en a, il y a des moments, il y en a beaucoup moins parce que les chantiers, c'est en dents de scie, etc. Mais il y en a. Une journée off typique pour moi, je vais courir. Ensuite, j'aime beaucoup les musées. Okay. Puis ça fait sortir un peu de l'ingénieur, machin, tout ça. Voilà. Puis aller boire des coups. On va faire la fête, quoi. Normal, quoi. Une stationne normale. Ouais, on va boire des verres. Après, plus tu grandis, plus tu te dis la pinte à 3 €, ça va à 2 secondes. On va boire autre chose, quoi. Donc, on est toujours Estaca mais premium maintenant. Voilà. Non, la pinte elle est à 8 €. Ouais, alors on est à Paris donc ça peut être 12 du coup. Ah oui. Ouais. On change pas les bonnes habitudes. Non, non. Non, juste après tu sors de l'école, tu deviens un premium, quoi. Il y a de l'argent sur le compte bancaire. Ouais, c'est ça. C'est bon. Non, mais ça va, le vodka pomme des soirées. Estaca, le vodka pomme. Le vide-vide. Faut buvez encore ça? Ah oui, toujours. Ah oui. Mon Dieu. À la sulfateuse? Ouais, toujours. Ça n'a pas changé. Sulfateuse au bifort du BDS. Ouais. Aux invalides, toujours. Faut faire attention à boire l'alcool. avec modération. Donc, surtout modération. Non, mais c'est vrai parce qu'on en rigole là, mais surtout dans les milieux ingé, etc. Ça peut arriver très très vite, quoi. Ouais. Donc voilà. Prévention maintenant. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai, on en rigole, mais même dans le monde professionnel, hein, en vrai. Étudiant, c'est bien, mais dans le monde professionnel, c'est pareil. Hein. Ouais. Attention. Voilà. Donc, courir, les musées et aller boire des coups. Voir mes amis. Modération. Voilà, voir les amis. Est-ce que tu as des passions ou des hobbies? Ouais. Une qui est débordante, c'est le running. Okay. Je suis passionnée. Ah ouais. En fait, c'est un peu aussi mon échappatoire à tout ça. En plus, je prépare des marathons, etc. Donc, oh wow. Ouais. T'en as déjà fait des marathons? Ouais. Ah oui. Ouais. Là, je prépare mon 3e. Okay. Et je fais des semis, des courses, des 10 km et tout ça. Incroyable. Donc, je suis passionnée par ça et en fait, j'adore le sport en général. Et je suis passionnée de randonnée et de trek. Donc, voilà. Ça tombe bien, chérie, on fait des randos chaque mois. Franchement, les randos. Franchement, c'est trop bien. Et puis, ce qui est bien, c'est que dans les montagnes, il n'y a pas de réseau, donc on ne peut pas être appelé en mode le chantier. Non, je sais pas, j'entends pas. J'entends pas. Voilà. Donc, c'est ça mes hobbies. Après, j'adore lire aussi. C'est paradoxal parce que du coup, tous mes trucs sont pas du tout liés à mon travail. C'est très bien, c'est tant mieux. Voilà, moi, j'avoue que dès que je sors de cette bulle de taf, il y a une autre Alexandra qui se déclenche et c'est sport, culture, voilà, tout ça. Tu lis quel type Un peu de tout. Vraiment du roman, en gros. Roman, des trucs un peu plus profonds aussi. Franchement, ça dépend. T'as une lecture en ce moment? Ouais, La Maison Vide. C'est le dernier prix Goncourt. C'est une très bonne histoire. Voilà, après, ça dépend. Je lis plein de trucs. Même des ouvrages un peu... des BD un peu sur le... Je sais pas si vous avez lu de Jean Covici. La BD sur l'écologie, enfin, le changement climatique, etc. Je pense que c'est important de se sensibiliser un peu à tout ça. Ah mais oui, Jean Covici, mais oui, je vois qui c'est. J'ai le temps de faire le lien dans ma tête, mais du coup, je lis un peu tout ça. Même des romans historiques. Et c'est quoi ton livre favori que tu pourrais relire non-stop? Alors, un livre, il y en a plusieurs, ça dépend des catégories. Je dirais que historique, un peu Le Mage du Kremlin. J'ai trouvé ça incroyable. Un livre un peu policier et tout, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ça, c'est incroyable. Et développement personnel, un peu Tout le ciel est bleu. C'est incroyable. Ça, c'est des livres super. Après, en basique, Le Petit Prince. Mais ça se lit, ça se relit. Après, il y en a tellement des livres. Tu dois avoir une bibliothèque. Ouais, ta bibliothèque. Ouais, on commence à avoir une petite collection. On commence à avoir une petite collection, c'est bien. Après, je lis beaucoup d'ouvrages aussi sur le féminisme, etc. Donc, voilà. Et puis après, on écoute des podcasts. En fait, il y a un truc, le savoir, c'est le pouvoir. Faut vraiment... faut être une éponge et essayer d'apprendre un maximum de choses sur un maximum de trucs.
et voilà quoi. Ok. Ce qui fait que même si notre client est passionné d'un truc, hop, on peut en parler d'autres choses. Moi aussi, d'ailleurs. C'est important. Voilà. On se voit au marathon de Paris, d'ailleurs. Ouais, bah, je parle beaucoup de revenus avec eux, c'est chouette. Donc, Ok. voilà. Et sinon, est-ce que tu as des projets perso en cours ou pas? Alors, c'est très lié au sport aussi. Ouais. J'ai pas de projet, développer une boîte à côté, etc. Ouais. Non, quand je sors du travail, j'arrête. J'aimerais bien faire l'ascension de certains sommets. Pour voilà, le Mont Blanc, le Kilimandjaro, pour pas les nommer, des trucs comme ça. Après, j'ai un projet perso un peu plus profond. C'est juste être heureuse. Et vraiment, et être profondément reconnaissante de chaque jour. Oui. Et profiter du moment présent. Et c'est ça le plus grand projet, quoi. C'est quoi l'endroit où tu te sens le mieux? J'ai pas un endroit. Allez, je vais vous en donner deux. Je dirais l'endroit où je me sens vraiment apaisée, c'est en montagne. Ouais. Genre vraiment, c'est... Ouais. Il y a beaucoup de fois la montagne, je pense qu'on va se revoir dans quelques années, je serai là-bas. Sinon, il y a un autre endroit, c'est dans ma maison de famille en Normandie, avec ma famille. Et c'est là où c'est trop précieux, il y a vraiment beaucoup de souvenirs. Et puis la famille, il n'y a rien de plus important. Donc, voilà. C'est paradoxal, c'est sur le même endroit, mais voilà. Et du coup, tu parlais d'être à la quête du bonheur, mais du coup, pour toi, une journée réussie, c'est quoi? Alors, il faut travailler, donc que le travail se passe bien. Moi, quand le soir, je rentre chez moi et que j'ai réussi à résoudre les problèmes qu'il y avait à résoudre, que j'ai fait de mon mieux. En fait, il faut se dire, chaque jour, tu fais de ton mieux dans ton travail et si tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas. En fait, tu peux pas être à 200% tout le temps. En fait, on est juste des humains et des fois, tu vas être à 200 et des fois, tu vas juste être à 70 et même si tu es à 70, bah, c'est très bien en fait. Et ça, faut pas avoir peur de ça. C'est de la en dents de scie. Donc, faire de son mieux dans son travail et être allé faire du sport. Franchement, et là, j'ai ma journée parfaite. Ouais. Ok. Alors, une femme historique, j'ai vraiment l'accent, je suis vraiment désolée. Henrietta Bussell, je crois, qui s'était surnommée Etty, qui a été la première femme ingénieure ferroviaire au Royaume-Uni, qui est née en 1917. Et elle a été présidente de la Women's Engineering Society, qui milite pour l'accès des femmes à des postes techniques. Wow, c'est fou. Ouais, elle a été présidente dans les années 70, je crois. Et elle est décédée dans les années 90, donc elle a vécu 80 ans. Donc voilà, une femme d'exception. Un exemple, du coup. Un exemple. Oui, il y en a plein des exemples dans les femmes du ferroviaire. J'ai un peu cherché, il y en a plusieurs, mais qu'on ne connaît absolument pas. Mais parce que c'est pas un domaine qui est connu, déjà, en fait. À la base, pas du tout. Justement, en parlant de noms de femmes qu'on ne connaît pas assez, le 26 janvier 2026 ont été annoncées 72 propositions de noms pour être écrits au premier étage de la Tour Eiffel. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a une frise avec, open the guillemets, les plus grands savants qui ont honoré la France depuis 1789 jusqu'à nos jours. Et il n'y a pas une seule femme dans ces 72 noms. Ça. Et donc, projet pour 2027, c'est de mettre des noms de femmes, 72 également, écrits juste au-dessus ou juste en dessous, je ne sais pas, gravés de la même manière. Donc, il y aurait par exemple Marie Curie, Sophie Germain, Suzanne Veil. Il y a donc 72 noms de femmes, très long, qui est trouvable d'ailleurs sur Internet. Et donc, pour honorer ces femmes. Donc là, ça a été. Ça, c'est une dinguerie par contre. Ouais. Il n'y a que des mecs. Il n'y a que des mecs sur la Tour Eiffel. Donc là, c'est de mettre des femmes. On arrive à la fin de ce 5e épisode. Moi, ça m'a plu. J'espère que ça t'a plu aussi. Oui, c'était très bien. Ok. Merci d'être venu. Oui. Pas de souci. Et s'il y en a qui veulent faire des travaux ferroviaires, n'hésitez pas. Et oui. J'espère que cet épisode vous a plu à vous aussi. On se retrouve pour le prochain épisode. On vous souhaite plein de bonnes choses et plein de bisous.